Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. On va reparler de responsabilité pénale, mais sous un angle important et moins fréquemment traité. C'est quoi une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et ou les règlements? Quel drôle de sujet. Oui, mais c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que, notamment dans le monde public, mais pas uniquement, il y a un certain nombre d'infractions dangereuses qui sont constituées si on a violé délibérément une règle de prudence ou de sécurité fixée par la loi, le règlement. Et à contrario, quand je suis pas dans ces cas-là, évidemment je vais être prudent. Mais le degré de vigilance, j'aurais presque envie de dire de parano face aux règles de sécurité, il doit être un tout petit peu moins grand. En creux, ça permet de calibrer ce que l'on va faire au fil de l'action quotidienne. Cela concerne-t-il toutes les infractions? Oh non, il y a beaucoup d'infractions, notamment d'infractions volontaires, qui ne sont pas concernées. Ceci dit, il y a une infraction volontaire, au moins sur le papier, qui est concernée, c'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc là, c'est l'article 223-1 du Code pénal. Et là, cette infraction ne sera constituée que si on a un certain nombre d'éléments de cette infraction constitutive qui sont réunis, dont le fait d'avoir fait une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Mais bon, le grand domaine où on retrouve cette question de violation ou non d'une règle fixée par la loi ou le règlement en matière de prudence et de sécurité, c'est évidemment l'ensemble des infractions d'imprudence et de négligence, en tout cas arrivé au niveau délit, et surtout les homicides, blessures involontaires et puis dans certains cas de pollution, pour lesquels va s'appliquer la loi Fauchon. Alors, on le retrouve dans d'autres infractions aussi. Je vous ai cité ici quelques références, code de l'environnement, code de la route, etc. Mais c'est surtout dans ces deux grands domaines qu'on le retrouve au quotidien. Mise en danger délibérée de la vie d'autrui et, plus souvent encore, homicide, blessure involontaire, pollution et quelques autres infractions pour lesquelles, parce qu'on est dans le domaine de la négligence ou de l'imprudence, s'applique la grille de la loi Fauchon. Que dit cette loi Fauchon? Cette loi Fauchon, 10 juillet 2000, aujourd'hui, article 121-3 du Code pénal, vous voulez à l'écran, nous dit qu'on va faire des distinctions. Oh, si je suis la cause directe du préjudice, on va regarder si j'ai eu un comportement standard et si j'ai fait une faute, même assez légère en réalité, qui a entraîné directement le préjudice, j'aurais des risques d'avoir commis cette infraction, sauf à ce que mon comportement était justifié. Voilà, j'ai commis une erreur, mais parce que j'étais en train de choisir entre deux mots, par exemple, force me fut de choisir le moindre ou ce qui semblait être le moindre, etc. Mais bon, regardez cette grille. On est rarement la cause directe d'un préjudice quand on est dans le monde public, en tout cas d'un préjudice commis par imprudence ou négligence. La plupart du temps, on est un élément dans les rouages de l'enchaînement des fautes, des imprudences ou des pas de chance qui font qu'on a eu un homicide et blessure involontaire, donc HBI, ou une pollution ou autre. Et là, c'est là qu'on retrouve notre distinction, très importante. Est-ce que j'ai violé une norme délibérément, une norme fixée par la loi, le règlement en matière de prudence et de sécurité? Et là, pour le coup, je serais dans une mauvaise situation. Je serais dans la même situation que pour la cause directe. Si mon comportement n'a pas été standard, au regard de ce que c'est quelqu'un de raisonnablement prudent, je serais condamné. Alors que dans les autres cas, en bas à droite, là où vous voyez un peu de vert, le juge ne me condamnera que si j'ai fait une faute caractérisée. Alors évidemment, quand il y a un drame, on la trouve vite, la faute caractérisée, mais quand même, le degré de prudence juridique à avoir et le degré de risque ne sont pas les mêmes selon que l'on est en haut à droite de cette grille, cause indirecte mais violation d'une norme de sécurité, ou en bas à droite, condamnation uniquement en cas de faute caractérisée. C'est donc dans ces deux principaux domaines que l'on retrouve ce concept? Oui, dans les deux cas, essentiellement. La mise en danger délibérée d'autrui, d'une part, et là, le texte de la loi, c'est le fait d'avoir violé ou pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée ou prévue par la loi et le règlement. La seule différence entre les deux textes sur ce point, c'est que dans un cas, c'est imposé, dans un cas, c'est prévu. Bon, on va dire que cette distinction est négligeable. Et comment le juge appréhende-t-il cette notion? Alors, première chose, évidemment, c'est dans le texte, il faut qu'il y ait une loi ou un règlement. Donc pas une norme floue, pas un vague guide de bonne pratique. Je vais prendre un exemple, les ralentisseurs au sol, les cages de foot ou autres panneaux de basket, j'ai des normes très précises, j'ai pas le choix, je dois les respecter, vissage au sol ou contrepoids, etc., etc. Sur les parcs de skateboard, là, j'ai une norme AFNOR, mais ce n'est pas une norme imposée par la loi ou le règlement, c'est une norme indicative. Alors très bien, si c'est une norme indicative, je suis en bas à droite de la grille de la loi Fauchon qu'on a vu tout à l'heure, et non pas en haut à droite, je ne suis condamné qu'en cas de faute caractérisée, pour prendre cet exemple.
Mais bon, la seule question c'est aussi, bah oui, mais il suffit qu'une loi ou un règlement fixe une règle de sécurité pour que on soit dans le régime en haut à droite ou que cet élément de la constitutive de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui soit constitué. La réponse est non. Et c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, si vous êtes vous-même élu ou agent public, c'est que il n'y aura une telle norme conduisant à une situation pénalement plus dangereuse, que si cette règle de sécurité, fixée par le règlement, on vient de le dire, fait une règle de sécurité qui s'apprécie de manière objective et abstraite, qui est immédiatement perceptible, clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui est tenue. C'est pas une règle générale comme il y en a tant, je sais pas, en eau potable par exemple ou en déchets, des règles un brin flou qui sont des obligations plutôt de moyens. Non, là on a un truc binaire, il faut faire ça ou ça, point. Voilà, on est des règles applicables, perceptibles, qui ne laissent pas de marge de manœuvre à la personne en question. C'est pas forcément intuitif, quand on lit le texte on n'aurait pas forcément dit ça, mais c'est la position du juge, et c'est extrêmement important, ça donnait lieu à pas mal de jurisprudence. Le juge a-t-il eu souvent à préciser ce point ou à l'apprécier au cas par cas ? Ah oui, il y a pas mal de jurisprudence. On voit aussi plusieurs. Les premières jurisprudences que je citais sont tirées du droit de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, et ensuite on va glisser vers celle où on parle de l'application ou non de la loi Fauchon. Par exemple, pendant la période de Covid-19, l'ancienne ministre de la Santé avait-elle une obligation de protéger la santé des Français et des habitants de la France ? Ben, évidemment, c'est ses fonctions. Mais on ne pouvait pas être en mise en danger délibérée de la vie d'autrui parce que les règles qu'elle avait appliquées n'étaient pas de ces normes précises fixées par le règlement, certes, mais qui imposaient de manière objective et abstraite, immédiatement perceptible, clairement applicable. Masque ou pas masque, c'était pas clairement applicable, pour citer cet exemple. En matière du droit du travail, voici quelques exemples sur les agents cancérogènes et mutagènes et toxiques pour la reproduction ou quelques autres cas. En revanche, est une telle obligation univoque, qui peut fonder cette responsabilité, en l'occurrence pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Quand on va remettre à un locataire un logement, celui-ci doit être décent, il ne peut pas y avoir des risques manifestes sur des menuiseries extérieures, un balcon qui tombe, des choses comme ça. Donc là, obligation précise, claire. Mais regardez la jurisprudence que je cite ici sur le saturnisme, on peut avoir des choses plus subtiles que ça quand on va dans le détail. Ceci dit, n'est pas une telle règle les règles de remise en état de sites d'exploitation prévues par le Code de l'environnement, le 511.1. Surtout, la Cour de cassation, le 5 mars 2024, a rendu un arrêt intéressant sur les obligations de sécurité et de respect de la santé humaine qui s'imposent aux préfets lorsque ceux-ci font faire des obligations de quitter le territoire français, donc des OQTF, en l'occurrence dans un cadre un peu complexe puisqu'on était à Mayotte. Et donc la question était, si je vais expulser quelqu'un qui en réalité nécessite des soins, est-ce que je suis dans une règle qui m'impose de ne pas l'expulser du territoire pour qu'il puisse continuer à avoir ses soins ? Ou est-ce qu'on est dans un domaine où il y a une marge d'appréciation, ce qui fait que même si j'ai fait une faute, eh bien en tout cas celle-ci ne pourra pas être constitutive de l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. À réponse de la Cour de cassation, non, ce n'est pas une de ces lois ou règlements en matière de prudence et de sécurité qui s'apprécie de manière objective, immédiate, sans marge d'appréciation. Il y a une marge d'appréciation pour le préfet et les services préfectoraux quand il y a une OQTF, donc il ne peut pas y avoir de mise en danger délibérée d'autrui à cette occasion-là. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, que si ensuite la personne était morte, il n'y aurait pas pu y avoir des cas d'homicide et blessures involontaires. Mais dans des cas très particuliers et uniquement dans ce cas-là, en cas de faute caractérisée, puisqu'on n'a pas une obligation de ne pas expulser, il y a une marge d'appréciation. En revanche, évidemment, ça pourrait être dans certains cas de faute caractérisée constituer l'autre infraction d'homicide et blessures involontaires. Passons maintenant à l'application cette fois-ci de la loi Fauchon pour les homicides et blessures involontaires, pollution et autres, avec une affaire absolument atroce, mais qui a comme portée juridique que une enseignante qui n'a pas vérifié si un élève n'était pas aux toilettes en train de se prêter au jeu du foulard et de mourir à cette occasion, alors qu'il était parti pendant le cours, mais l'enfant avait 10 ans, il pouvait aller aux toilettes seul et il était un peu malade. Donc elle n'a pas été condamnée parce qu'elle n'était pas dans une situation où elle avait à respecter une règle de prudence et de sécurité fixée par le règlement. Certes, les enseignants, comme tous les membres de la communauté éducative, ont l'obligation de s'assurer de la santé de nos enfants quand ils sont à l'école, mais l'obligation n'était pas assez précise, univoque,
pour que ça soit dans cette grille-là de la Fauchon pour qu'elle puisse être censurée. Et pour le reste, pas de faute caractérisée puisqu'on n'était plus dans cette sous-hypothèse-là. De même que pour un accident de chasse, une absence de concertation peut conduire à une faute caractérisée, mais ne sera pas une violation d'une règle de prudence et de sécurité parce que, en l'occurrence, c'est une organisation de traque sans coordination des tirs. Et là, il n'y a pas de règle suffisamment précise, suffisamment univoque pour que celle-ci puisse être violée en l'espèce. En revanche, on a bien une obligation univoque très claire, donc on peut avoir une mise en danger de autrui ou là en l'espèce homicide, blessure par imprudence quand on va diffuser des denrées alimentaires dangereuses qui ne sont pas aux normes parce que là c'est oui non, c'est aux normes, c'est pas aux normes, il n'y a pas de marge. Dans ma pratique professionnelle, dans le monde en tout cas des collectivités territoriales, c'est vraiment les cages et paniers de sport collectif et plus encore les ralentisseurs au sol, notamment pour les motos, qui donnent lieu à des violations de ces règles. Bon, on peut citer évidemment la terrible affaire du Drac qui a donné lieu à une décision de la Cour de cassation de 2002 que voici. Qu'en conclure ? Des choses simples. Que si la loi vous laisse une marge de manœuvre, alors vous ne serez pas une marge d'appréciation. Alors, évidemment qu'il faut être prudent, mais en cas d'accident, vous ne serez condamné qu'en faute caractérisée, sauf si vous êtes la cause directe du préjudice, mais ça c'est rare, et vous ne serez pas susceptible d'être poursuivi pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc il faut être prudent, mais on est dans un autre cadre juridique. Si en revanche, la loi ou le règlement impose un respect univoque, simple, clair, ça ne veut pas dire que c'est facile, de règles de prudence et de sécurité, alors zéro marge d'appréciation, plus de problème budgétaire. Là, ça doit être le petit doigt sur la couture du pantalon ou sur le long du pli de la norme. Voilà. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos de Kevin Landau Associés. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.